Chers amis du PP, vous êtes sans doute nombreux à attendre une petite vidéo. J'ai lu certains commentaires qui faisaient allusion ou à vous demander ce qui se passe. Il se passe une chose très simple. J'ai passé ce qui s'appelle le cap des 70 ans et je suis de plus en plus sollicité. Donc j'ai été assez souvent ces derniers temps en déplacement parfois longs de presque 4-5 jours. Et au retour, je suis crevé, je suis chroniquement en retard par rapport aux travaux de mon potager et je commence des bouts de vidéo que je ne finis jamais. Donc voilà ce qui se passe. De plus en plus de sollicitations et de moins en moins de force pour y répondre ou de plus en plus de faiblesse face à ces sollicitations. Donc vous êtes quelques-uns à attendre des réponses, vous êtes des gens non plus nombreux à attendre des vidéos, etc. etc. Alors, ce matin, quand même, je me lève et petite gelée matinale, et donc il m'a paru intéressant de faire une petite vidéo sur ce que j'ai développé dans mes conférences sur le changement climatique, ce qui est aussi un des chapitres assez importants de mon livre sur le changement climatique appliqué au potager du paresseux, c'est-à-dire essayer d'esquiver l'été. Alors personne ne peut dire ce que sera l'été. Météo France qui ne donne pas de prévision, mais qui donne des tendances tous les 3 mois, ou pour les 3 mois à venir, vient de sortir en avril une note relativement, neutre, dans le sens où il n'y a pas de scénario vers un été plus chaud ou vers un été plus froid ou vers un été qui serait dans les normales saisonnières. Ces 3 hypothèses sont tout aussi probables l'une que l'autre. Donc en gros, un tiers de chances qu'il soit plus chaud et plus sec, un tiers de chances que ce soit dans les normales saisonnières, dont je rappelle toujours qu'elles sont déjà réchauffées. Les normales, c'est les 30 dernières années, elles sont nettement plus chaudes que les normales après-guerre, que les normales dans les années 80. On a, du fait qu'on prend la moyenne des 30 dernières années, déjà intégré une belle dose de réchauffement par rapport à la situation de nos parents ou de nos grands-parents. Ne jamais oublier ça, que normal, ce n'est pas le temps comme s'il n'avait pas bougé. C'est la moyenne des 30 dernières années, c'est-à-dire une moyenne nettement plus chaude. Côté des précipitations aussi, un tiers, donc un tiers de chance que ce soit plus sec, un tiers de chance que ce soit plus dans la normale, et un tiers de chance pour que ce soit plus humide. Donc au jour d'aujourd'hui, impossible de savoir ce que sera l'année, et donc la plus élémentaire des prudences est de se préparer à tous les scénarios possibles, y compris celui d'une année 2023 qui serait plus chaude et plus sèche que 2022. Donc voilà, c'est dans ce contexte que ce matin, en prenant mon café, plus exactement en ouvrant mes volets, je constate qu'il y avait eu un coup de gelée blanche, d'ailleurs prévisible. Tout à coup, hier soir, le ciel s'est découvert et se présentait de nouveau une de ces situations traîtres qui fait que pour éviter l'été, on est tenté de cultiver tôt, voire très tôt,
j'essaye d'installer certaines cultures dès Noël, début de l'année, avec plus ou moins de facilité en fonction justement de ce jeu de la météo. Donc il faut bien sûr d'une part considérer qu'une partie de risque est inhérent à l'agriculture. Vous êtes nombreux à être comme tétanisés par la peur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ne vous posez pas cette question, elle n'a pas de réponse. Elle aura une réponse dans 6 mois ou dans 9 mois, je pourrai vous dire ce qu'il aurait fallu faire. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps, les agriculteurs sont exposés à différents aléas, les uns d'origine météorologique, les autres d'origine parasitisme, etc. Et cela va continuer. Il n'y a qu'en informatique, il n'y a que derrière son ordinateur, dans sa maison, donc dans nos métiers aujourd'hui urbains et dans nos hypermarchés, où vous pouvez décider le 27 avril d'avoir envie de courgettes et vous trouvez des courgettes si vous fermez les yeux sur l'origine, sur le bilan carbone, etc. Et nous sommes devenus des abrutis. Nous pensons qu'il suffit il suffit de consulter un gourou, de sacrifier un poulet ou je ne sais pas quoi, et quelqu'un va vous dire ce qu'il faut faire. En tout cas, ce ne sera pas moi. Et vous avez beau sacrifier tous vos poulets, je m'en fiche. Donc voilà, il y a un risque à essayer d'avancer la saison, mais il y a de plus en plus de risques à ne pas le faire. Si vous attendez, plus vous retardez la mise en place de cultures, et plus la probabilité qu'elle soit frappée par la sécheresse et que ça ne produise rien, et que ça brûle sur place, et que ça vide vos citernes d'eau, et qu'on vous interdit d'utiliser l'eau d'arrosage, tous ces risques-là deviennent de plus en plus grands et vous allez donc en reculant tomber dans un trou. C'est comme si vous êtes face à la falaise d'Étretat et vous reculez, vous reculez, vous reculez. Et à un moment donné, boum, vous êtes en bas. Donc, bien sûr qu'il y a des risques qu'on peut estimer. Bien sûr que ça n'ira pas tout seul de cultiver tôt au printemps. C'est bien plus facile en automne, mais on attendra l'automne pour en parler. Et donc, malgré ce risque, ma conviction est qu'il faut y aller. Il faut y aller parce que sinon, vous avez une chance sur 8 d'avoir des difficultés là au printemps, mais vous en avez une sur 2 que ça crame cet été. Alors choisissez entre une sur 8 de rater maintenant ou une sur 2 de rater à coup sûr cet été. De pleurnicher, de vider les réservoirs d'eau, de balancer des quantités phénoménales d'eau potable dans votre potager pour obtenir des résultats qui, de toute façon, sont médiocres parce qu'au-delà de 25 degrés, la croissance des plantes s'effondre. Donc on est un peu comme jadis, hein, quand il y a eu des réformes en matière de religion. Tu avais d'un côté les nostalgiques de la messe en latin, les adeptes de Lefebvre, je crois qu'il s'appelait. Il y a sûrement un remplaçant quelque part dans des chapelles traditionnalistes où on annonce encore du latin. Et puis, d'un autre côté, vous aviez des gens tout aussi croyants qui pensaient qu'il fallait parler un langage moderne avec des jeunes, etc. Je pense à Guy Gilbert, prêtre, qui utilisait un langage des banlieues avec des jeunes voyous. Par rapport aux Saintes Glaces, voilà exactement où on en est. Les traditionalistes vont continuer à prêcher, il faut attendre les Saintes Glaces, il faut attendre les Saintes Glaces, il faut attendre les Saintes Glaces. Je l'ai déjà dit, je le redis, les Saintes Glaces, désormais, c'est Saint-Michaux, Saint-Hegendatz et Saint-Magnum. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de gelée tardive. Ça veut dire qu'elles seront moins probables et que tout cas reculé, rappelez-vous, vous êtes dos à la falaise. Alors on va donc examiner ça, et si à la fin j'ai un peu de temps, je referai un point sur l'hiver qu'on a connu
et j'ajusterai les courbes des températures minimales de ces dernières années, puisque donc depuis l'écriture de mon 3e livre, qui a été écrit en 2021, il y a 2 années qui se sont rajoutées, et ce sera intéressant d'ajuster les dernières étapes de cette évolution. Mais tout d'abord, ce matin, je prends mon café, enfin j'avais ouvert les volets avant, et je vois que tout est blanc dehors, et je prends ma caméra. Chers amis du PP, aujourd'hui on est le 20 avril 2023, et on a de nouveau eu un de ces épisodes typiques des printemps, après je ne sais plus combien de jours de temps gris, pluvieux, des fois juste de la bruine, mais gris. Hier soir, tout à coup, le ciel s'est éclairci, et donc ça voulait dire, ici chez moi, sur ce versant, risque imminent de ce qui s'appelle des gelées blanches, qui sont donc des gelées liées au rayonnement nocturne. La nuit, la surface du sol se refroidit, et se refroidit même énormément, au point que les condensations sur les plantes vont givrer. Et donc ça, dans la stratégie que j'ai exposée dans mes vidéos sur le changement climatique, stratégie qui consiste à éviter le plus possible les étés, parce que ma conviction est qu'il deviendra de plus en plus impossible de jardiner sereinement, de jardiner paresseusement, de jardiner agréablement l'été. Et donc, pour compenser cette difficulté de cultiver l'été, ma conviction est qu'il faut cultiver plus tôt au printemps, et surtout plus et plus tard en automne, une fois que les pluies reviennent. Au printemps, cette stratégie se heurte avec un risque de gelée, comme nous l'avons connu cette nuit, mais il y a déjà eu au moins 4 ou 5 épisodes de même type, période longue de temps gris, et puis tout à coup ça se découvre, gelée blanche. Alors premier point là-dessus, et vous le voyez sur la végétation qui est donc comme un sapin de Noël, même si j'ai un peu tardé au café. Le matin, je suis souvent un peu lent, et donc le soleil m'a doublé. Mais donc voilà, on a ce risque de givre sur les légumes. Certains supportent cette prairie, s'en fichent royalement. Elle connaît ça depuis 10 millions d'années, donc elle s'en bat les couilles. Pardon, j'allais dire un gros mot. Elle s'en fout. Voilà. Et puis, certains légumes, c'est tout à fait une autre affaire. On va aller voir ça. Je vais vous faire le point sur les différentes stations et les différentes données. Alors, la première grosse erreur, très très grosse erreur de raisonnement, consiste à penser que recouvrir le sol d'un matériau isolant quelconque, donc que ce soit de la paille, que ce soit du BRF, que ce soit du foin, que ce soit des tontes de gazon, que ce soit des feuilles mortes et que sais-je encore, favoriserait la situation. C'est tout le contraire. Comprendre que dans un sol nu, la chaleur va chauffer le sol le jour, chaleur que le sol va restituer aux basses couches de l'atmosphère la nuit. Comme vous le voyez ici, parce que c'est encore à l'abri de ces oignons, cette épaisse couverture que j'ai mise en place il y a 2 jours seulement, avec du foin en dessous saupoudré d'un tout petit peu de tonte de gazon pour doper ces brocolis qui se trouvent là, cette couverture
elle est parfaitement blanche. Et plus haut ou là-bas, vous trouverez du foin parfaitement couvert de givre, la preuve évidente, tangible du fait que au-dessus ou au ras de ce foin, il ne fait pas plus chaud, il fait plutôt moins chaud, puisqu'on a empêché le sol de réchauffer les basses couches de l'atmosphère. Donc, je vais, et je répète de conférence en conférence, pour éviter ce raisonnement piège qui consiste à dire que vu qu'on a couvert par des matières organiques isolantes, le risque de gelée serait diminué. Il le serait dans une seule circonstance, lorsque je fais une butte suffisante pour qu'il y ait fermentation dans cette butte et qu'à ce moment-là, on ait quelque chose qui s'apparente à ce qu'on appelle une couche chaude, c'est-à-dire que c'est cette fermentation-là qui va apporter la chaleur et lutter contre le gel. C'est un dispositif qu'on peut envisager, cultiver sur le bord des buttes, pas au milieu puisque ça chauffe trop, pour limiter les effets du gel. Ce n'est pas le cas pour une raison très simple, ce foin qui est en dessous est sec et donc il ne fermente pas. Il va se décomposer très très lentement, sans chauffer, et même ces tontes de gazon que j'ai éparpillées là-dessus ne sont pas, elles sont gelées, donc elles ne sont pas en une couche suffisamment épaisse pour qu'il y ait une fermentation. Voilà donc tout de suite éviter cette erreur de raisonnement. Alors juste pour essayer de vous persuader de ce que je viens de dire, ici, filmer le temps de déplacer la caméra, cette partie de mon potager qui, pour diverses raisons, est actuellement en sol nu, là vous voyez qu'il n'y a aucun givre et ces plants de petits pois ont connu une température supérieure à ce qu'auraient connu ces mêmes petits pois si j'avais mis une épaisse couche de foin. Voilà donc ce complément indispensable. On va aller faire un tour aux différentes sondes pour bien voir comment réagissent différents systèmes. Et puis on reviendra un peu sur les cultures sensibles, les cultures pas sensibles, etc. Bon, j'arrive un peu tard, le soleil m'a doublé. Croyez-moi ou ne me croyez pas, mais tout ce qui est ici a passé la nuit dehors. Donc il y a ici différentes plaques qui, en partie par négligence, en partie parce que j'étais en train de repiquer par exemple ces choux brocolis, ont passé la nuit comme ça, bien que hier soir, j'ai vu qu'il y avait une menace sérieuse de gelée. Dans mon bureau, je vous expliquerai comment j'arrive à deviner si ce sera chaud, enfin si les gelées seront un risque sérieux, donc si mes légumes sont menacés ou pas. Juste pour vous montrer ici, voilà donc le givre à peu près 3-4 mm, enfin pas le givre, la glace qui s'est formée dans ces bacs dans lesquels je trempe mes différentes plaques de semis. Donc là, elle était couverte par la plaque, mais ici, des belles croûtes de glace qui évidemment vont très vite fondre. Alors on va faire un point donc, sur les températures, à la fois la station météo, dans mes différents châssis. Notez aussi que ce châssis-là est resté ouvert comme il l'a été pendant tout l'hiver. Ce serait un autre sujet. Et puis donc la serre que je vais ouvrir parce qu'elle va surchauffer. Voilà donc comment on va essayer de comprendre
ce qui se passe et comment certains sont surpris. J'ai vu là une vidéo que je n'ai pas regardée, mais d'un youtubeur jardinier qui semble surpris que ça ait gelé dans sa serre. S'il avait regardé mes vidéos, il saurait que souvent dans la serre, il fait plus froid à l'intérieur au petit matin qu'à l'extérieur. Je le répète, ceux qui me connaissent déjà cette phrase. Alors, première température, celle de la station météo, de cette sonde ici, qui peu ou prou, la station n'est pas tout à fait dans les normes, mais représente ce qu'on appelle une température météorologique. C'est celles qui sont annoncées dans les prévisions météo, et c'est celles qui sont un peu piégeuses pour un jardinier. Je vous incrusterai, parce que j'ai fait la capture d'écran des prévisions hier soir. Alors d'une part, la station météo la plus proche à 12 km est celle de Strasbourg-Ensheim, donc pas tout à fait la même situation dans la plaine. Et d'autre part, c'est pas la même altitude, proximité des forêts, relief, etc., écoulement de l'air froid, tout ça, ça joue. Donc il faut toujours interpréter les prévisions météo telles qu'elles sont faites de façon, je dirais, standard par les services de Météo France. En France, on adore critiquer, donc on se contente de constater que Météo France n'a pas prévu les gelées. Il prévoit une température météo à 2 mètres de haut, et à 2 mètres de haut, les températures sont clairement, nettement plus élevées qu'au ras du sol où se trouvent vos légumes. Donc ce n'est pas Météo France qui se trompe, c'est vous qui n'interprétez pas correctement les données que Météo France vous livre en brut. Alors, cette nuit, pour parler de choses concrètes, le minimum atteint ici a été de plus 1,5 degré. Je me suis noté tout ça parce que les sondes sont en haut dans mon bureau et je dois d'abord extraire les données. Station météo, donc plus 1,5, retenez ça. Météo France à Strasbourg, de mémoire, avait prévu plus 4. Donc il y a 2,5 degrés de différence, ce qui est tout à fait standard chez moi. Donc je sais que quand à Strasbourg on annonce telle température en situation découverte de gelée radiative, je sais qu'ici je peux enlever au bas mot 3 degrés. Des fois j'en enlève 4 pour garder un peu de marge. Voilà ce que j'appelle interpréter, et il vous faut, dompter les données météo de la station météo la plus proche qui fait des prévisions de chez vous. Ne vous contentez pas de regarder sur un smartphone qui affiche plus 4 degrés et de le lendemain de râler, Météo France est encore trompé. Non, c'est vous qui vous trompez. Il fallait comprendre que c'est les données standards dans une station isolée à 2 mètres de haut, que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau du sol. Allons direct au niveau du sol pour voir ce qui s'est passé cette nuit. Alors ici donc, ma sonde ras du sol sous couvert de foin, c'est ce que je pourrais appeler la sonde potager du paresseux typique. Donc la situation dans laquelle vont se trouver mes légumes. Donc j'ai une sonde qui transmet ça, que j'ai noté, et puis j'ai ce qui s'appelle un data logger, c'est-à-dire un enregistreur de température qui m'enregistre ça mois après mois. Je crois qu'il y a pour 3 ans de mémoire là-dedans, tant que les piles ne me lâchent pas. Alors c'est la sonde numéro 8, et cette sonde a enregistré moins 2,3 cette nuit à 6h20 du matin. C'est toujours juste avant le lever du jour, le lever du soleil, que les températures passent par un minimum, d'autant plus
qu'on est en gelée radiative. Comprenez bien que toute la nuit, quand il n'y a pas d'apport de soleil, de lumière, donc de chaleur par le soleil, le sol, ou le ras du sol, ou le foin sur le sol, rayonne de la chaleur vers l'espace. Pas de couvercle, donc ça part, ça part, ça part toute la nuit, et c'est donc de façon tout à fait logique, en l'absence de vent qui pourrait perturber ça, qu'au petit matin, on ait les températures les plus basses. C'est le moment critique. Donc, moins 2,3 à 6h20, et vous voyez tout de suite qu'on a là pratiquement 4 degrés de différence entre la sonde qui est juste là-bas à 2 mètres de haut et celle-ci ici qui est au ras des pâquerettes. Et si elle est au ras des pâquerettes, elle est aussi au ras des choux, au ras de vos légumes, de vos oignons, de vos ail, de vos salades, etc. Et voilà donc ce qu'on peut, à un dixième près, imaginer qu'être la température qu'ont subi tous les légumes et toutes les plantes, même ces mauvaises herbes sur lesquelles je reviendrai une autre fois, ont subi. Bien sûr, pour une partie des légumes, ceux que j'appelle les chochottes, cela aurait été fatal. S'il y avait des tomates dehors, comme j'ai laissé traîner des choux ou comme j'ai laissé traîner des salades ou des choses comme ça, elles seraient cuites. Idem pour des aubergines, idem pour des poivrons, idem pour des cucurbitacées. Alors on va voir comment on peut malgré tout au printemps avoir l'ambition d'avancer les cultures le plus tôt possible afin d'échapper en partie aux étés. On a peut-être du mal à y croire ces jours-ci parce qu'il pleut, les températures sont clémentes, etc. On a peut-être du mal à croire en ce moment qu'une sécheresse et une canicule sont tout à fait possibles cet été. Je dis bien possible, en rien certain. À ce stade-là, même s'il y a un certain nombre d'indices de type El Niño, un certain nombre de prévisions moyen terme par différentes chaînes météo, y compris Météo France, prévoit plutôt un été plus chaud que la normale, plus caniculaire. Cela n'est que une certaine probabilité. Alors c'est parti, on va monter au châssis polycarbonate pour commencer. Alors ici, un de ces trois châssis polycarbonate que j'ai construit l'an dernier. Il y a une vidéo, il y en a même deux je crois, spécifique à ces châssis en ligne, sur lesquels donc j'avais démonté les couvercles durant l'hiver, pour qu'il pleuve dedans et que le sol soit mouillé. Couvercle que j'ai remis quelque part fin février, début mars sur deux de ces trois châssis. Pour répondre à quelqu'un qui m'a mis un de ses commentaires dont YouTube est coutumier, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent rien mais qui l'ouvrent très grande en pensant avoir raison, on m'a dit que ces couvercles allaient s'envoler. On ne m'a pas posé la question. On m'a dit que ça allait s'arracher ou s'envoler. Si je retrouve le commentaire, je vous l'insère. Si vous êtes intéressé par ce type de dispositif, sachez que ce châssis tel qu'il est là, sans aucune fixation ni rien, a passé la fameuse tempête Matisse qui a sévi quelque part en mars ou début avril, je ne sais pas. Dans la forêt derrière moi, un certain nombre d'arbres ont été arrachés et les deux châssis n'ont pas moufté parce que, attention, il y a une condition, tels qu'ils sont, ils sont orientés sud. Le sud est là pour maximiser
l'énergie solaire captée. Et il se trouve que chez moi, quasi exclusivement, à l'exception des orages d'été, les tempêtes viennent du sud-ouest. Ils descendent de la vallée par là-bas. Et donc, au lieu de soulever ce couvercle, bien au contraire, il le plaque à une condition, une deuxième condition, c'est que ces couvercles soient très ras ici, parce que sinon, il va se passer quelque chose que vous devinez. Si je laisse dépasser ici de 10 cm, le vent va frapper la paroi verticale et va remonter et va me soulever le couvercle. Une fois que c'est parti, effectivement, le risque de les voir s'envoler serait important. Donc, ces châssis me donnent très grande satisfaction, d'autant plus donc que leur principal intérêt que j'ai expliqué dans une vidéo précédente est qu'ils s'ouvrent automatiquement, tout en permettant une manipulation aisée quand je veux arroser, etc. C'est dans une autre vidéo. Donc ici se trouve dans ce châssis la sonde numéro 4. Il y a quelques plaques et puis il y a là des levées spontanées de salade et surtout beaucoup de levées spontanées de tomates qui sont venues comme des mauvaises herbes ici. Donc j'en ai repiqué quelques-unes. Les autres, je vais pailler avec tellement j'en ai. Il y en a sans doute quelques centaines. C'est absolument dingue. Et comme vous pouvez le constater tout de suite, ces tomates, donc chochottes, ont parfaitement résisté à l'épisode de gelée que nous venons de connaître, ce qui vous donne déjà un indice sur l'efficacité de ce châssis. Bien évidemment, les laitues, elles, aucun problème, de même que cette mâche qui est montée en graines et que je laisse fleurir et puis dont je vais récupérer les graines pour en disséminer ici. Alors, sonde numéro 4, 6h30, plus 2,3. Donc plus chaud par ce simple effet de polycarbonate que la température que j'ai appelée météorologique, donc notre référence de plus 1,5. Donc à 6h30, il a fait plus chaud là-dedans et ça s'explique donc que ces tomates résistent très bien. Avec rien d'autre que ce que vous voyez, aucun chauffage, aucun tampon thermique. Je vais y venir sur des dispositifs un peu plus sophistiqués. Seul l'emmerdement, je vois là des traces de limaces. Ces arabesques-là signent des limaces et effectivement, il y a des limaces qui se sont foutues là dans certaines de ces rainures. Donc il va falloir, j'ai mis de la bière hier, mais j'ai fait chou blanc. Alors normalement, dans ce châssis-là, donc il n'aurait pas dû y avoir de chochotte. Ici, au premier plan, des oignons, donc, qui étaient dans une terrine que j'ai repiquée dans cette plaque. Les oignons, ça ne craint absolument rien. La preuve, on en verra dehors. Mais il se trouve qu'il restait un peu de place sur cette plaque dans laquelle hier, j'ai repiqué du basilic. Et là, évidemment, le basilic, ce n'est pas la même chose. Heureusement, donc, le dispositif a parfaitement marché et à plus 2,3, aucun danger pour ce basilic. Je referme puisque donc, quand la température sera suffisante, ça va s'ouvrir automatiquement. Donc, deuxième châssis polycarbonate, qui a parfaitement résisté au vent, dans lequel il y a quelques semis de diverses salades. Au passage, donc, déjà des laitues résistantes à la chaleur et à la sécheresse. Il y a notamment ici de la reine des glaces, de la cargranaire, de la canasta et puis une ou deux autres. Il faut penser, alors qu'on lutte contre les gelées, que ces laitues-là vont avoir à lutter contre des températures trop élevées.
Là, une plaque avec des choux ne craint rien. Là, une plaque avec du ricin, lui, il craindrait peut-être un peu, mais ça n'a pas encore levé. Et là, une autre plaque de choux prête à être repiquée dans quelques jours. Donc, il n'y a pas de sonde ici, mais on peut penser qu'à 1 ou 2 dixièmes près, c'était la même affaire que de l'autre côté. Alors ça, juste en passant, donc le troisième châssis qui est resté ouvert, puisque donc ce sont des laitues d'hiver. J'ai une vidéo en cours que je n'ai pas encore finalisée sur ces laitues d'hiver qui évidemment en ont connu d'autres. On est descendu sous les -14 et donc ces laitues, quand elles étaient bien plus petites, ont encaissé un -14. Là, elles sont en train de paumer, mais c'est la deuxième vague après ce qu'il y a dans la serre, qui elles sont en avance. Donc on passe. Alors là, c'est le châssis, ou l'emplacement plutôt, le plus critique, puisque c'est là-dedans que j'essaye d'élever les plants de chochotte, donc tous les légumes dont je veux préparer moi-même les plants pour ne pas avoir à les acheter et aussi pour avoir mes variétés, celles que je préfère, et pour les élever dans mon sol, ma conviction étant que quand je transplante des légumes qui ont poussé dans un mélange de terreau et de matière, leur adaptation à mon sol se fait bien mieux. J'ai régulièrement, parce que j'oublie toujours ou je rate ou je me les fais bouffer par des limaces, donc j'achète régulièrement des plants dans des magasins. Des fois aussi c'est des variétés que je n'ai pas et la curiosité me pousse à les essayer et je constate presque systématiquement que ça pousse moins bien, voire que j'ai des vers, taupins, etc. que normalement je n'ai quasiment pas dans mon potager. Passons. Donc, châssis à chochotte, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un châssis dans lequel la terre est nue. Pas de foin, puisque je vous ai expliqué en introduction que la terre est un tampon thermique. Donc, je souhaite que le jour, la chaleur qui rentre là-dedans chauffe le plus possible le sol, est stockée dans le sol et ressort la nuit, contrarié par les vitres qui vont donc empêcher une partie des rayonnements qui étaient rentrés sous la forme visible, donc le soleil le traverse, mais qui la nuit est rayonné essentiellement sous forme d'infrarouge qui traverse beaucoup moins bien la vitre. Donc en quelque sorte, je piège, c'est le principe même de l'effet de serre, je piège une partie de ce rayonnement. Il rentre, il traverse, une fois dedans, il chauffe le sol émet avec une autre fréquence invisible qui passe difficilement le verre. Mais cela n'est pas suffisant. Je rajoute, donc hier soir, quand j'ai vu que les prévisions étaient tangentes, et d'ailleurs vous le voyez encore là-dessus, il y a encore du givre, je rajoute cet isolant mince, donc que je déroule le soir, qui renforce cet effet serre. Donc là, même les rayonnements qui traversent les vitres sont renvoyés par la partie réfléchissante vers le châssis. Par ailleurs, les différentes couches vont faire isolant. Donc les vitres ne se refroidissent pas autant que si elles sont exposées à nu. Bien évidemment, astreinte, ce matin, avant même de boire mon premier café, pour que ça se réchauffe et pour que mes plantes aient suffisamment de lumière, j'enroule mon isolant. Voilà. Et donc là, j'attends que ça se réchauffe. Et puis ensuite, on va ouvrir pour aérer, parce que sinon, ça risque carrément de cramer dans la journée.
Troisième chose mise en place pour optimiser ce châssis, ce sont les bouteilles noires que vous avez là-bas au fond. Ce sont des bouteilles de recyclage, plastique, peintes en noir, remplies d'eau. C'est donc un tampon thermique extrêmement efficace. Côté nord, je vous rappelle que le sud est par là, placé côté nord, ils vont prendre le soleil toute la journée. Ce soir, cette eau va être chaude et la chaleur est captive dans ce châssis. Va rayonner et va réchauffer l'air de ce châssis. Donc ça, c'est d'autant plus efficace que la longueur des jours progresse. Bien comprendre que ce dispositif, on va dire fin janvier, journée courte, même s'il fait beau, la température de l'eau n'aura pas le temps de monter beaucoup. Et puis la nuit sera longue si le jour est court, parce qu'une journée fait toujours 24 heures. Donc la nuit, ça rayonne, 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 et ça descend. Et donc ce dispositif est relativement peu efficace, en tout cas pas suffisant, pour garantir que ce châssis soit hors gel en février-mars. À partir de fin mars déjà, et surtout avril, ça bascule. Les journées sont très longues, donc le tampon, lui, il chauffe, 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 et la nuit est proportionnellement plus courte, donc ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, mais comme c'est court, ça ne descend pas tant que ça. Donc pour la sortie d'hiver, parce que certaines de ces tomates ont été mises en place quelque part en janvier, j'ai une sécurité, donc un filament chauffant qui se trouve là-dessous. Filament que hier soir, là depuis avril, depuis mi-mars à peu près, je n'utilise plus du tout. Vous voyez qu'il n'y a pas de câble qui arrive. Vous voyez que je viens de le déplier. Il est posé parce qu'il est sous les plaques, donc je ne peux pas l'enlever. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des tomates, il y a encore des semis de tomates, là-bas différents piments. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des choux, par erreur, enfin par erreur. Ils ont aussi le droit d'avoir chaud, mais ce n'était pas nécessaire. Quelques cucurbitacées qui ont levé, quelques aubergines qui ont levé déjà, et des oignons, même chose, par erreur. Ils n'en avaient pas besoin, mais ça leur fera du bien. Alors vous allez me dire, mais alors est-ce que ça marche ce truc-là? Sonde numéro 3, vous voyez, au ras des tomates. Et la sonde numéro 3 a enregistré le plus bas de plus 4,7 degrés cette nuit, entre 7 h et 8 h du matin, donc juste avant que je n'ouvre l'isolant. Donc c'est rudement efficace, puisque là, si on compare à la température extérieure de moins 2,3 à la sonde là-bas, on a gratté 7 degrés pile avec que du passif, donc je le répète, sans aucune électricité. Et donc à plus 4,7, bien évidemment, toutes les tomates et toutes les chochottes que je viens d'énumérer se portent très bien. Donc, si vous voulez forcer le destin au printemps, avancez vos cultures, produire vous-même les plants, je ne peux que vous recommander ce type de châssis, sachant que ces bouteilles pourraient tout aussi bien être dans les châssis polycarbonate où ils auraient tamponné de la même façon. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est encore une expérience à faire, c'est-à-dire à manœuvrer un des châssis comme il est ici et reproduire la même chose avec des bouteilles dans les châssis polycarbonate pour savoir qui c'est qui l'emporte. Je ne sais pas si ma vie sera assez longue pour faire tous les essais, toutes les expériences qu'il faut. En tout cas, c'est ça qu'il vous faut et non pas une serre
On va y venir tout de suite. Mais alors les serres, me direz-vous, puisque dans l'imagerie populaire, l'outil du jardinier qui est au top, c'est la serre. Alors ce que je vais vous dire n'est valable que pour ces tunnels en bâche plastique fermés aux deux extrémités. Enfin là je vais d'ouvrir parce que sinon on serait déjà en surchauffe. Une serre n'est pas, de mon point de vue, un bon outil pour préparer ces plants et notamment n'est pas un bon outil pour préparer les plants de chochotte. Allons droit au but. J'ai ici une sonde au ras du sol et j'en ai une ici en haut, au ras de cette planchette que à l'époque, quand j'ai été naïf, parce que je suis naïf et des conneries j'en ai faites. Simplement j'essaye de les corriger. Donc quand j'ai installé cette serre en 2017, je pensais faire mes plants de légumes dans cette serre, puis ensuite de cultiver. Quelle connerie! Ça a été dézingué très très vite et donc je me suis procuré ces sondes pour essayer de comprendre et d'y voir clair. Que dit la sonde 1 ici au ras du sol, dans la serre? Cette nuit où je rappelle il a fait plus 1,5 à la station météo et où il a fait moins 2,3 en extérieur. Cette nuit ici au ras du sol, il a fait moins 0,3. Alors c'est moins pire que ce que j'ai déjà connu, parce que j'ai connu dans des situations exceptionnelles de circulation de l'air, etc., une situation où, enfin plusieurs fois même, où à l'intérieur il faisait plus froid qu'à l'extérieur. Là ce n'est pas le cas, mais notez que moins 0,3, pour certaines plantes un peu douillettes, ça commence à chatouiller. Normalement, des tomates passent, normalement, des piments, des poivrons passent. Pour certaines cucurbitacées, je ne suis pas certain. Et là-haut, en tout cas, ce que je pensais utiliser pour mettre des plants, là-haut, moins 1,7, là, les sensibles, en tout cas, roulaient les oreilles et prenaient un coup de froid. Donc, moins 1,7, moins 0,3, simple châssis de polycarbonate là-bas, plus 2,3, châssis sophistiqué avec tampon thermique, etc., plus 4,7. Faites votre choix, pour moi, c'est vite vu. Alors vous allez me dire pourquoi avoir une serre, mais la serre, vous le voyez ici, notamment à ces salades. Ces salades que vous voyez là sont exactement les mêmes que celles que je viens de vous filmer dans le châssis polycarbonate resté ouvert. C'est tout à fait autre chose et on le sent tout de suite à la température qu'il fait dès maintenant. C'est l'intérêt de la serre, c'est le forçage. C'est-à-dire que très vite dans la journée, ce dôme, quand le soleil se lève, va accumuler de la chaleur. Il accumule aussi de l'humidité, vous voyez partout, là il y a des gouttes qui tombent, ce qui est une cause très importante de mortalité sur certaines variétés de salades. Mais donc ce forçage permet actuellement d'avoir ces laitues que je suis en train de récolter les unes après les autres avant d'attaquer celles qui sont à l'extérieur. Là aussi renforcé par un autre système de tampons thermiques. Donc le jour, ces boudins de plastique qui sont remplis d'eau chauffent et restituent cette chaleur la nuit. Voilà donc pour ce qui est de la serre, qui pour moi donc n'est que un très bon outil de forçage, ce qui n'est pas mal quand on est dans des conditions un peu continentales comme chez moi, et ce qui me permet d'avoir actuellement, il y a là-dedans des carottes, il y a là-dedans des frisés qui commencent à monter, des scaroles qui commencent à monter, donc on n'arrive pas à suivre, il y a là-bas différents côtes de bêtes, betteraves rouges, etc.,
qu'on récolte en jeunes feuilles hein, pour mettre les salades, pour mettre avec les salades. Il y a là-dedans encore quelques derniers radis. Et il y a la nouvelle vague de laitue là derrière moi, semée de la première quinzaine de janvier. Donc on est en train de démarier et qui fait du mesclin, comme on dit, et qui va donc prendre le relais. Plus quelques plaques de semis dans lesquelles il y a des légumes, des jeunes plants qui ne sont pas des chochottes. Et évidemment, quelques limaces qui apprécient ces conditions. Et donc hier soir, j'ai mis une barquette de bière là pour essayer de faire un peu le ménage parce que très prochainement, je vais installer ici les premières cucurbitacées, courgettes, melons ou des solanés de type tomate, de type aubergine. Donc petit à petit, la salade va dégager et ces chochottes forcés, hein, donc préparés dans les châssis, seront mis en place pour une culture très précoce. Et donc, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de limaces. Pour l'instant, elles dorment là sous les salades. Presque à chaque récolte de salade, j'en ramasse une. Mais si je mets des jeunes plants de cucurbitacées, ça va être rasé. Bon, les oiseaux chantent. Vous les entendrez sans doute pas. Il me faudrait un micro directionnel. Sans doute sont-ils contents. Et probablement, dans quelques instants, les abeilles vont arriver attirées par quelques-unes de mes fleurs, que ce soit la Véronique de Perse, donc une mauvaise herbe que beaucoup de jardiniers pourchassent, à mon avis, grave erreur. Quelques pissenlits qui peuvent être plus embêtants qui sont là, et surtout donc partout des choux, des navets, des brassicacées qui sont en train de monter en fleurs les unes après les autres et qu'en partie j'ai laissé pour les abeilles, donc pour leur première nourriture naturelle. Mais revenons donc à ce forçage du plan, à ces notions de gelée radiative de printemps. À la base de ma réflexion, vous l'avez vu en filigrane, il y a une distinction très nette entre ce que j'appelle des chochottes, donc toutes sortes de légumes exotiques que nous avons amenés de différentes contrées lointaines et qui aujourd'hui dominent nos jardins. Sans doute y a-t-il à cela une part de penchant qu'a l'homme pour ce qu'il n'a pas. L'homme est fondamentalement quelqu'un qui envie. Il n'a pas de chayotte, alors la chayotte c'est la dernière nouveauté et il est du dernier chic d'avoir des chayottes. Quitte à se faire chier, quitte à se compliquer l'existence. Donc à la base, distinguer des chochottes dont il faudra prendre soin, d'autant plus qu'on est en climat continental, ce qui est mon cas, c'est-à-dire des climats avec des variations de température entre la nuit et le jour, entre l'été et l'hiver qui sont importantes. C'est aussi le cas des climats de montagne. C'est moins vrai dans les climats océaniques qui tamponnent et qui tamponnent les températures et qui permettent des excentricités que je ne peux pas me permettre. Donc, des chochottes dont il faut prendre grand soin avec plus ou moins des choses évoquées ici dans mon premier châssis. Isolant, vitre, petit espace, ne pas isoler le sol, donc pas de couverture du sol, tampon thermique et éventuellement résistance électrique, ou ça peut aussi être des bougies que l'on allume le soir. Ces chochottes sont exigeantes parce que cela suppose des astreintes, notamment, vous l'avez vu, dérouler l'isolant le soir et l'enrouler le matin, obligatoire.
aérer plus ou moins, donc là j'attends que ça se réchauffe. J'ai mis une petite cale pour éviter la surchauffe parce que comme c'est un petit volume, ça peut aller très très vite, hein, un grand capteur solaire, peu de matière, peu de surface, peu de volume d'air à réchauffer. Et donc, le temps de prendre un café, de répondre à 2 appels, de répondre à des mails, et je peux avoir un effet néfaste sur mes légumes. Donc, parmi ces chochottes, on en a énuméré la plupart, hein, tomates, aubergines, poivrons, piments, cucurbitacées, donc courgettes, potirons, melons, etc. J'en ai peut-être oublié, mais vous les rajouterez. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire, nos bons vieux légumes à nous, bien que certains soient aussi exotiques, notamment l'oignon, dont on ne se douterait pas qu'il vient d'Afghanistan, mais enfin l'Afghanistan, c'est pas les Caraïbes, hein. Donc lui, insensible au froid, comme le prouvent toutes ces aliacées qui sont dehors là depuis début janvier et qui viennent de percer maintenant depuis un mois déjà. Les différents couverts que j'ai mis en place, que ce soit le foin ou les feuilles mortes. Parmi ces costauds, donc sont classés chez moi costauds, tout ce qui peut s'enquiller à -8, -6, ça dépend si c'est au sec, si c'est humide, c'est encore un autre sujet, mais disons -8, -6 au sec. Aucun problème, hein. Donc hier soir, je suis descendu pour mettre l'isolant, mais j'ai à aucun moment paniqué à l'idée que ces choux, ceux-là c'est quoi? C'est des choux-fleurs, là-bas c'est des choux palmes, ça doit être des brocolis. Là-bas, qu'est-ce qu'il reste encore? Une autre variété de brocoli, là-bas quelques choux violets, là-bas des choux raves, qu'importe. Il y a sans doute des petites variations, notamment les brocolis, mais tout ça a passé la nuit dehors sans aucun problème. On passait la nuit dehors ici dans le givre que je vous ai montré, entre-temps il a fondu, ces pots de persil que j'avais mis à tremper, aucun problème. On passait la nuit dehors, différents semis d'oignons là-bas au premier plan, aucun problème. On passait la nuit dehors sans aucune protection, sans autre forme de procès, des betteraves rouges, aucun problème. On passait la nuit dehors des chicorées ici, aucun problème. On passait la nuit dehors quoi? Une autre sorte de salade au virède, c'est une petite salade moderne, aucun problème. On passait la nuit dehors, ces pois mangent tout, aucun problème. Et on passait la nuit dehors, des tas, pas des tas, mais quelques plants que j'ai déjà repiqués, donc ça correspond à ces plaques vides qui traînent un peu partout. C'est-à-dire que j'ai profité de la période un peu humide pour repiquer des choux cabus, des choux brocolis, des choux rouges. J'ai repiqué dehors des petits pois que j'avais préparés en plaques. Il y a dehors des petits pois de semis et il y a là sous le tunnel différentes salades, des épinards. Voilà ce qu'on peut classer dans les non-chochottes. On va les voir en live parce que je ne connais pas moi-même le résultat. J'ai planté du fenouil. Logiquement, le fenouil résiste, mais il est entre les deux. Il est un peu chochotte sous nos climats et rustique sous les climats océaniques et méditerranéens. Donc j'ai planté ça il y a 2 jours. Je vais quand même aller voir, là j'ai un petit doute. Donc on va aller sous ce dôme, hein, qui n'abrite en rien du chaud ou du froid, mais qui protège de la pluie. Or, c'est l'humidité qui contrarie les légumes et les rend plus sensibles au froid. Je ferai une vidéo là-dessus.
Alors, et le fenouil, vous disais-je, avant que la caméra ne coupe, le fenouil s'est planté il y a 2 jours ici, donc ça c'est un achat du commerce, se porte sans aucun problème ici, hein, donc il est parfait ce matin, donc à l'abri de la pluie, de même que toutes les salades que vous voyez là, des choux qui viennent spontanément, etc. etc. Voilà donc pour ce premier aperçu sur cette première problématique, planter tôt au printemps ou attendre. Alors tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai enlevé de la glace de ce bac-là. Ces 2 bacs de trempage, je les utilise pour mes plaques de semis. Je ne sais pas si vous avez rencontré le même problème que moi, mais ces plaques ont des volumes relativement petits, dessèchent relativement vite, et une fois que c'est sec, vous arrosez, l'eau a tendance à faire le tour, et la motte, notamment quand il s'agit de terreau, c'est-à-dire quand c'est de la terre qui manque de minéralité, qui manque de limon, de sable, etc. Une fois qu'un terreau a desséché, il est très difficile de le réhumecter. Donc ça c'est un premier problème, vous arrosez mais l'eau perle, fait le tour et vos légumes continuent de souffrir. Deuxième problème que vous avez, c'est que c'est un volume de terre relativement limité par rapport à ce que connaissent les légumes qui sont installés dehors, qui peuvent explorer avec leurs acolytes, les mycorhizes, etc., des volumes beaucoup plus grands. Donc très vite, les incessants arrosages vont rincer cette terre et vont éliminer notamment les nitrates dont vos plants ont besoin. Et donc, je préfère de très très loin, bien que ce soit, soyons clairs, un tout petit peu chiant, quoi, hein, parce qu'un châssis comme ça, avec, il y a là-dedans combien une dizaine de plaques. Si je prends mon arrosoir, c'est bâclé en 5 minutes, 2 arrosoirs de flotte là-dessus, et puis le lendemain je remets 2 arrosoirs de flotte, etc. Donc moi je préfère tremper, comme ça l'eau remonte et maintient les éléments nutritifs, l'essentiel des éléments nutritifs, parce que bien entendu, quand je vais ressortir une plaque qui a bien trempé, elle s'égoutte un tout petit peu, hein, il y a un tout petit peu d'eau qui sort, mais ça n'a rien à voir avec la quantité d'eau que vous risquez d'apporter et avec laquelle vous risquez de rincer ce support de culture. Donc moi je préfère, bien que ce soit plus fastidieux, tremper. C'est pour ça que j'ai donc ces 2 contenants là à la taille légèrement plus grand que la taille de mes plaques. Quand certains légumes sont un peu jaunâtres, il m'arrive donc de pisser dans ces contenants avec de l'eau, et comme ça j'apporte un tout petit peu de l'azote qui va booster la croissance de ces plants. Voilà donc pourquoi ces bacs de trempage qui donc ce matin étaient givrés. Deuxième chose, je crois qu'il n'y a rien là-dedans, donc je vais l'enlever. Dans tous mes godets et dans toutes mes terrines, il n'y a pas du terreau pur, mais il y a un mélange que je fais dans une brouette de, en gros, un petit tiers de terreau du commerce pour apporter un peu de légèreté, mon sol étant argilo-limoneux. Si je l'utilise pur, ces godets deviennent très vite assez compacts, très peu aérés. Donc en gros, un gros tiers
de terreau du commerce et 2 tiers de terre de mon potager. Je pense que c'est très important de mettre je pense, hein, c'est une conviction, rien de scientifique, qu'il est très important de mettre ces petits plants tout de suite au contact de mon sol avec tout ce qui peut s'y trouver comme bactéries, comme champignons mycorhiziens, etc. C'est-à-dire en sachant qu'il existe des milliers, des millions d'espèces différentes. Moi, je souhaite que très jeunes, mes plants apprennent à coopérer avec ce qu'ils vont rencontrer plus tard dans mon potager. Et je ferai une vidéo dans laquelle je vous montrerai que les plants que je repique, aussi chétifs soient-ils, donc je repique des petits machins comme ceux-là, voire plus petits, et ils s'en sortent généralement très bien, sauf si occasionnellement une limace s'en occupe un peu de trop. Donc par rapport à des plants du commerce, qui ont été cultivés sur table à marée avec des solutions nutritives, avec des engrais dans un terreau qui à l'origine est parfaitement stérile. Qu'il s'agisse de terreau de plateforme de compostage, il a été composté industriellement, donc il a chauffé et l'essentiel de la vie y a été détruite, sauf que sur l'état, un certain nombre d'insectes peuvent pondre et c'est donc des fois dans les plaques que vous achetez que vous aurez des larves de topin, etc. Et puis, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas que le vieux qui est vieux, il y a aussi son matériel, le matériel, on peut carrément dire qu'il est pourri. Donc je me suis une fois de plus fait avoir par une batterie qui m'a lâché là en plein milieu de ce développement. J'expliquais pourquoi donc les terreaux ne sont pas pour moi, de mon point de vue, un support intéressant pour des jeunes plants, pour les préparer à leur future vie dans mon potager et que je préfère donc mélanger avec la terre. Soit, ce que j'expliquais là, ces terreaux sont des déchets de plateforme de compostage, souvent déchets assez ligneux sur les terreaux bas de gamme, donc qui ont chauffé, donc qui ont été plus ou moins stérilisés, donc qui ne sont pas un bon milieu dans lequel les plantes vont s'acoquiner avec les différents représentants de la vie microbiologique du sol. Ou alors, ce sont des tourbes où aujourd'hui, heureusement, parce que les tourbières se font saccager progressivement, heureusement, de plus en plus souvent, des fibres de coco et d'autres déchets de certaines industries qu'on recycle pour en faire des supports de culture. Les terreaux, en fait, ont une appellation agronomique qui n'a plus rien à voir avec le terreau tel qu'on les fabriquait à l'origine, c'est-à-dire des couches de matière organique, des couches de terre, et ces tas se décomposaient. Le produit était tamisé, donc là on avait bien une inoculation avec la terre du jardin et un terreau était signé le jardin dont il venait. Aujourd'hui il s'appelle toujours terreau parce qu'on adore vous attraper, le commerce adore vous attraper avec des images de nostalgie, des madeleines, de Proust. Donc est appelé terreau n'importe quelle cochonnerie dérivée de plateformes de compostage ou de fibres de coco broyées, vaguement compostées, voire éventuellement encore des tourbes. Tout ça, ce sont des matériaux relativement inertes. Pourquoi dans une tourbière n'y a-t-il quasiment pas de végétation en dehors de quelques plantes carnivores?
Ben, tout simplement parce que c'est d'une pauvreté à se taper la tête contre le mur. Donc les plantes ont même dû renoncer à leur véganisme naturel pour croquer des insectes, pour avoir un peu de protéines, pour pouvoir se développer. Et donc, toutes ces matières-là, appelez-les des supports de culture, imaginez que c'est vaguement inerte, qu'au milieu, ce sont des organismes qui les ont transformés par le compostage, qui ont peu de choses à voir avec la vie qu'il y a dans votre sol. Et voilà pourquoi donc que ce soit l'un ou l'autre formule de support de culture, je préfère mélanger avec de la terre de mon jardin, de la terre de surface, là où le foin s'est décomposé, là où la vie biologique est active, et là où plus tard mes petits godets que j'ai extraits de ces plaques vont se trouver dans les quelques premiers centimètres. Et donc, je l'ai dit, c'est une conviction, c'est rien de plus. Je n'ai fait aucune expérimentation scientifique organisée, randomisée. Randomisée, ça veut dire qu'on tire au hasard, qu'on multiplie le nombre de spots, etc., pour pouvoir faire un traitement statistique pour apprécier s'il y a bien une supériorité ou pas. Rien de tel, une simple intuition, une simple conviction et quand même des observations régulièrement cohérentes qui montrent que quand je repique une de mes toutes petites salades, elle pousse, et quand j'achète des magnifiques salades dans des modes compressés, j'en achète 12 et j'en perds 10 ou 11. Donc c'est un constat. Voilà, alors puisque j'ai la main et qu'on arrive au bout de cette vidéo, 2-3 points que je voudrais rajouter. Je parlais de l'inertie thermique que représente un sol à propos du châssis avec les bouteilles noires. Sachez que ceci est d'autant plus vrai que le sol est minéral. Argile, sable, limon sont des minéraux qui stockent relativement beaucoup et qui, lorsqu'ils sont humides, conduisent relativement bien la chaleur. À l'inverse, des matières organiques sont extrêmement légères, ont peu d'inertie thermique, ont une capacité de stocker des énergies de la chaleur relativement limitée, et ce, d'autant plus qu'ils sont secs. Donc c'est plutôt une doudoune qui stocke peu et qui ne transmet pas beaucoup de chaleur, alors qu'un sol minéral est plutôt du côté des cailloux ou des briques. Et voilà pourquoi donc aussi je trouve qu'il est intéressant de mélanger du minéral à ces supports de culture qui sont généralement exclusivement ou à forte dominante organique, donc légère. Deuxième point que je n'ai pas du tout abordé, mais qui traîne dans quelques-unes de mes vidéos, mais comme vous êtes toujours quelques-uns à rejoindre ma chaîne, je le répète pour vous. Les autres, répéter, c'est toujours un peu la base de la pédagogie. Les enseignants s'arrachent les cheveux parce que des choses qu'ils ont répétées 7 fois, les gens ne le savent toujours pas. Donc je vais répéter. Les plants, la résistance au froid des plants quand ils sont petits est supérieure, notez bien supérieure, mettez du fluo supérieur quand ils sont petits comparé quand ils sont grands. La résistance au froid diminue et je l'ai encore vu sur les salades qui ont été filmées dans cette serre. Celles qui étaient en train de paumer se sont pris un coup là il y a 15 jours ou 3 semaines et une partie de leurs feuilles était abîmée par le froid. À côté, le semis que je vous ai montré à la fin, donc le mesclin,
n'a pas moufté. Donc ça, c'est à savoir. Donc quand vous voyez ces jeunes plants qui traînent dehors, votre esprit maternel ou paternel va vous dire « Oh, les pauvres petits choux, comment est-ce qu'il peut les laisser dehors ?» Parce que vous réagissez comme des hommes ayant à charge des bébés. Apprenez à raisonner comme des légumes. La plupart des plantes sous nos climats avec des hivers froids ne seraient pas là si au printemps, quand ça germait, les petites plantules étaient beaucoup plus sensibles au froid que la grosse plante plus tard. Ils auraient tout simplement disparu de la terre, ravagés par les incessantes vagues de gelée, parce que il suffirait qu'une année sur 5, les bébés soient grillés par une vague de froid plus intense que la moyenne pour que l'espèce en question s'arrête en l'absence d'action de l'homme. Donc non, ce n'est pas ce que vous projetez comme fantasme humain qui s'applique aux légumes. Les petites plantules sont plus résistantes que lorsque ces légumes sont plus développés. Alors arrivé au bout de cette vidéo, évidemment, cette vidéo pose la question de la paresse. Vous allez me dire que fabriquer ces châssis, le premier, celui qui est avec les tampons thermiques, donc celui qu'on a vu en 3e ou 4e, le châssis dans lequel il y a les chochottes, je l'ai construit en 2016, il me semble, et il commence à montrer des signes de fatigue. Les bois commencent à ne plus tenir aussi bien, les cadres des vides commencent à être moisis, voilà. Hein, donc c'est effectivement se payer le luxe d'anticiper pour ne pas se prendre l'été en pleine gueule exige de renoncer à une partie de paresse, mais c'est peut-être aussi un investissement parce que l'été, on va s'agiter, arroser, protéger, ombrer, faire, etc., ce qui est aussi du travail. Bien entendu, j'ai évoqué l'aération de ces châssis, l'arrosage, donc le trempage dans mon cas de ces plaques est une astreinte tout à fait sérieuse avec lesquelles je dois jongler. Par exemple, il y a 8 jours, j'étais parti pour 3 jours en conférence. Laurence était en visite dans sa famille, il n'y avait personne à la maison. Et donc on a fait le choix de laisser les châssis ouverts, hein, donc, parce que la chaleur le jour aurait tué les légumes, en espérant qu'il n'y ait pas de la vague de froid qu'on a connue la nuit précédente et qu'on va encore connaître cette nuit, auquel cas, sans doute, les chochottes allaient peut-être y passer. Donc c'est une astreinte tout à fait sérieuse. J'ai oublié de le dire, une partie de ce que l'on voit là, les choux qui sont assez grands, les chochottes, les tomates qui sont dans le châssis, etc., c'est en partie des semis qui datent de la première quinzaine de janvier. Donc au début, lorsque les journées sont courtes, lorsque les températures sont basses, la croissance est extrêmement lente, désespérément lente parfois, et il faut le savoir et le prendre en compte. Enfin, comment j'anticipe ces gelées? Je l'ai évoqué sans véritablement répondre tout en abordant la question, c'est très simple. La situation de crise, c'est celle d'hier matin. Il a fait gris pendant 10 jours, pas de soleil, les tampons thermiques, donc les bouteilles noires ou les boudins dans la serre ou le sol nu
que ce soit dans le châssis ou dans la serre, sont vides, sont en équilibre thermique, pas de soleil qui les ont réchauffés, et tout à coup, le soir, ça se découvre. Et donc, on sait qu'on part d'une situation basse, ça n'a pas chauffé, on est là, au ras des pâquerettes avec des 8, des 9 degrés dans ces tampons et au ras du sol, et puis toute la nuit, ça va rayonner parce que ça s'éclaircit. Là, quand cela se profile sur les prévisions météo, pluie, nuage, nuage, pluie, pluie, nuage, et que tout à coup apparaît le soleil et que ça c'est le soir, là il faut être sur ses gardes et il faut mettre en œuvre l'ensemble de ces dispositifs en sachant donc qu'au ras du sol, on peut être 4 à 5 degrés en dessous des prévisions météo à l'abri et à 1,50 m du sol. Donc c'est pas très compliqué. Il faut regarder encore un peu s'il y a du vent. Chez moi, les vents de nord-est, donc un flux d'air, on va dire, arctique ou sibérien qui s'installe peut aggraver la situation. Donc il faut aussi regarder un tout petit peu la carte des prévisions des vents et la direction de ces vents. Quand ça vient du nord-est ou du nord, on sait que c'est significativement plus froid. Quand ça vient du sud-ouest, je sais que c'est de l'air atlantique, plus humide. La vapeur d'eau étant un des gaz à effet de serre, dès que ça s'humidifie, dès que le vent vient du sud atlantique, je sais que ce sera moins pire que ce qui est prévu. Donc voilà, en gros, il n'y a pas trop à se casser la tête. C'est relativement facile. Simplement, ne vous contentez pas, c'est ça le sens de mon message en introduction, ne vous contentez pas de regarder les dames de la météo qui vous disent demain matin plus 3 à Strasbourg. On a vu ce qui en est. Là, il faut corriger, ce n'est pas la météo qui se trompe, c'est le fait que c'est une prévision d'une température météorologique normée, prise dans des conditions précises et en aucun cas la température au ras du sol. Il existe sur un certain nombre de sites et sur un certain nombre d'organismes de météo des prévisions à différentes hauteurs, donc à 10 cm, voire des prévisions pour des températures du sol ou à 10 cm de profondeur dans le sol. Malheureusement, c'est assez souvent réservé aux sites professionnels, donc payants. Voilà, je crois que vous savez tout pour vous lancer. Enfin, il aurait fallu se lancer, donc vous lancerez à temps l'année prochaine, si ce n'est déjà fait. Ciao et à une prochaine.